Bonjour. Aujourd'hui, en matière de cours, nous allons procéder à la correction du premier sujet de devoir que je vous avais proposé, un sujet qui portait sur le texte d'Épictète. C'est le texte qui a été le plus choisi, et en effet, à peu près la quasi-totalité des copies qui portaient sur ce texte d'Épictète. À noter que Épictète est un philosophe dit stoïcien. Il a vécu entre l'an 50 après Jésus-Christ et l'an 125. C'est donc un philosophe des premiers temps de l'Empire romain. Et je vous le disais, il a appartenu à cette grande école qu'on appelle le stoïcisme. Je vous signale également que vous aviez dans le cours sur la liberté des éléments pour analyser ce texte, puisque la position de l'école stoïcienne était précisément étudiée dans le cours lui-même. Commençons donc déjà par lire ce texte. C'était un court texte d'une dizaine de lignes qui prenait la forme suivante. L'homme, qui n'est soumis à aucune entrave, est libre, lui qui a toute chose sur la main, à son gré. Mais celui que l'on peut entraver ou contraindre, à qui l'on peut faire obstacle, celui que l'on peut, malgré lui, jeter dans quelque difficulté, celui-là est esclave. Et quel est l'homme qui est affranchi de toute entrave? Celui qui ne désire rien de ce qui lui est étranger. Et quelles choses nous sont étrangères? Celles qui ne dépendent de nous, ni d'avoir, ni de n'avoir pas, ni d'avoir avec telle ou telle qualité ou en telle condition. Donc, le corps nous est étranger, ses membres nous sont étrangers, la fortune nous est étrangère. Si par conséquent tu t'attaches à quelques-unes de ces choses comme à un objet personnel, tu recevras le châtiment que mérite celui qui désire ce qui lui est étranger. Telle est la route qui conduit à la liberté et la seule qui délivre de l'esclavage. Alors, je vous rappelle que c'est un sujet de type 3, donc c'est un sujet dit sujet texte. Un tel sujet comporte toujours des questions, toujours, je vous rappelle, 3 questions qui sont toujours identiques dans leur format. Première question, dégager la thèse du texte et les étapes de son argumentation. On vous demande donc de trouver la thèse de l'auteur et de faire le plan du texte. La deuxième question, c'est systématiquement une analyse de vocabulaire à l'intérieur du texte, mais cette deuxième question est importante parce qu'elle pointe du doigt justement les passages les plus importants du texte. Et si vous n'avez pas compris le texte, c'est à la lecture de ces questions que normalement vous devez trouver les réponses. Et enfin, et c'est ça le problème de la plupart de vos copies, la troisième question vous incite à réfléchir plus longuement en construisant un problème, c'est-à-dire en apportant une contradiction à ce qu'affirme l'auteur. Or, sur la quasi-totalité des copies que j'ai lues, on s'arrête à la fin de la question 2. La question 3 est traitée généralement par-dessus la jambe, sous la forme d'une simple phrase, et aucun élève n'a fait l'effort de se demander si on ne pouvait pas contredire le point de vue d'Épictète. Autrement dit, dans les conditions du baccalauréat, aucune copie ne peut prétendre dépasser la moyenne. Il faut absolument vous forcer à chercher à approfondir le texte. La lecture du texte doit être critique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se contenter de bégayer derrière l'auteur, mais on doit bien chercher effectivement pourquoi il a écrit cela et en quelle façon on peut contredire ou contrecarrer ce qu'il exprime ici. C'est le sens de ce qu'on appelle une problématique et vous devez systématiquement, dans ce type de devoir, proposer une problématisation dans la troisième question. Donc voyons comment il faut le faire. Je vais le faire avec vous, je vais vous montrer comment il convenait de le faire, mais surtout je vous rappelle qu'il faut traiter toutes ces questions comme si elles formaient un seul bloc. Il ne faut pas traiter la question 1 en la séparant de la question 2, etc. Il ne s'agit même pas d'écrire petit 1, petit 2, petit a, petit b, etc. On rédige tout, puisque si on suit l'ordre des questions, on obtient normalement un devoir complet qui lit le texte. La première question sert en quelque sorte d'introduction, on dégage quel est l'enjeu, de quoi va parler le texte. Le plan doit être immédiatement traité, comme dans toute introduction. Et ensuite, la question numéro 2 permet avec finesse d'entrer dans le détail du texte et de comprendre ce que dit l'auteur, ici Épictète. Enfin, la troisième question permet justement d'apporter un point de vue contradictoire, des éléments qui viennent en quelque sorte contredire l'auteur, changer de point de vue et qui doit constituer votre réflexion personnelle à l'intérieur de la copie. Donc il ne faut jamais séparer les questions, il faut les traiter d'un bloc et surtout il faut s'obliger à prendre un point de vue critique sur le texte. Alors, si nous prenons le texte dans toute sa largeur, de quoi était-il question? Eh bien, finalement, dans ce texte, Épictète revenait sur la question de ce que c'est que la liberté.
Et il nous disait que si la liberté, c'est le fait d'être indépendant, alors devenir libre, est-ce que ce n'est pas justement, précisément, se couper de toute forme d'attache? Et dans ce cas, nous va ajouter l'auteur, la liberté se gagnerait par le fait simplement de se détacher de tout ce qui peut peser sur nous. Et ces choses qui pèsent sur nous, c'est précisément ce que Épictète appelait les choses étrangères à nous. Ce mot d'étrangère apparaît de nombreuses fois à l'intérieur du texte, il était même l'objet d'une question, la question 2. Il fallait donc bien vous douter que c'était dans l'analyse de ce mot que devait surgir effectivement le sens du texte. Bien. Il fallait donc dès le début identifier évidemment le thème du texte. Le texte portait sur la liberté, c'était indiqué dès le premier paragraphe où on avait l'opposition entre la liberté et l'esclavage. Et il fallait comprendre effectivement que la notion de liberté, définie telle qu'elle est définie par Épictète, repose finalement sur une compréhension plus avancée de l'idée d'indépendance. Être indépendant, c'est finalement ne pas dépendre d'autre chose. Épictète va amplifier ici cette définition en passant à l'idée des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Les choses qui dépendent de nous, c'est celles qui constituent notre liberté. Les choses qui ne dépendent pas de nous sont celles que Épictète appelle dans le texte les choses étrangères. Donc à partir de cette analyse première, on pouvait facilement retrouver le plan du texte. En effet, il y avait une première partie qui allait de la ligne 1 à la ligne 3, où Épictète nous rappelait ce que c'était que la définition de la liberté. Un homme est libre, nous dit Épictète, s'il peut disposer de tout sans entrave. C'est ce qui est évidemment contraire, par la même occasion, Épictète nous pose la définition de ce qui est contraire à l'homme libre, c'est ce qu'il appelle dans ce texte esclave. L'esclave n'est pas libre car il n'est pas maître de lui-même, ce qu'il fait est commandé par d'autres que lui-même. Donc la première partie, effectivement, posait simplement, j'ai envie de dire, un rappel des définitions les plus simples. Qu'est-ce que la liberté? Quel est le contraire de la liberté? La liberté, c'est finalement disposer de tout sans entrave. Être esclave, c'est au contraire, finalement, ne rien posséder en propre et dépendre des autres. Dès lors, Épictète pouvait, de la ligne 3 à 7, proposer une nouvelle définition de l'homme libre. Est libre, nous dit-il, celui qui ne désire que des choses qui dépendent de lui-même. Ainsi, il n'est soumis à rien d'autre qu'à lui-même et il peut finalement vivre en toute indépendance. Et dans ce même paragraphe, Épictète donnait deux exemples de ces choses qui finalement pèsent sur nous et que nous ne maîtrisons pas. Il parlait ici du corps, mais il parlait aussi de la fortune. La dernière partie du texte, qui allait évidemment de la ligne 7 à la fin, permet à Épictète d'en tirer une conclusion. Finalement, il nous explique que être libre relève d'un choix personnel. Soit nous nous attachons aux choses étrangères à nous, et dans ce cas-là, nous demeurerons esclaves, soit nous nous détachons de ces choses qui ne dépendent pas de nous, ces choses qu'il appelle étrangères, et alors, nous dit-il, nous deviendrons libres. Ce texte est donc en quelque sorte un texte d'éthique qui explique au lecteur comment se rendre libre par finalement l'abandon des choses qui ne dépendent pas de nous. Reprenons le texte depuis le début avec la première question. On nous demandait d'expliquer qu'est-ce que signifie celui qui a toutes les choses sous la main. Épictète, évidemment, reprenait ici la définition classique de la liberté pour en réalité la rendre encore plus complexe. Cette définition de la liberté est celle de l'indépendance. Est libre celui qui dispose de tout ce dont il a besoin sous la main ou à proximité. Par opposition, l'esclave n'a rien qu'il possède en propre, il n'a rien à lui-même. Tout dépend de l'autre, son maître. Il ne possède aucun bien en propre. Autrement dit, et c'est là, à ce moment-là qu'Épictète va élargir la définition, la liberté consiste donc à obtenir ce que l'on veut. Le texte utilise l'expression à son gré, qui est un équivalent de selon sa volonté. Autrement dit, la liberté pour Épictète pose un lien entre la volonté et ce que l'on obtient. Être libre, c'est désirer ce que l'on peut obtenir. On va le voir, ce mot est très important puisque la suite du texte va revenir sur cette notion de désir.
Chez Épictète, effectivement, la liberté consiste à maintenir son désir dans des limites. Il le dit dès cette première expression, la liberté est finalement consiste à obtenir ce dont on a la volonté, ce que l'on veut. Ce qui permettait de passer à l'idée suivante, est libre finalement celui qui ne désire rien de ce qui lui est étranger. La liberté consiste donc à ne vouloir obtenir que les choses que nous pouvons facilement obtenir, et non pas celles qui nous sont étrangères. Alors, ce mot d'étrangère était le mot, je vous l'ai dit, qu'il fallait absolument travailler dans ce texte. Que voulait dire ce mot? L'étranger, c'est ce qui est différent ou autre que moi. Mais dire qu'il y a des choses étrangères, c'est-à-dire différentes de moi, demande aussi à réfléchir sur ce que c'est que ce moi. Pour Épictète, le moi est ce qui relève directement de ma volonté, ce que je peux changer simplement ou directement en le voulant. Autrement dit, pour Épictète, est libre celui qui ne souhaite ou ne désire que des choses qu'il peut directement modifier par sa volonté. Alors avec une telle définition, on se doute bien que les choses que l'on doit désirer et les choses qui ne nous sont pas étrangères sont extrêmement réduites. Si les choses que je dois désirer parce qu'elles ne me sont pas étrangères sont les choses que je peux modifier directement par ma volonté, eh bien cela va se réduire à très peu de choses. La question suivante vous permettait de réfléchir sur cette notion d'étrangeté, puisque Épictète, dans le texte, donnait même des exemples justement de ces choses qui sont étrangères à nous, c'est-à-dire ces choses que ma volonté ne peut pas modifier. Premier exemple, mon corps. Mon corps, en effet, n'est pas moi. Il m'est étranger parce que je n'ai pas le pouvoir de le changer selon ma volonté. Le corps que j'ai vient de la nature et je suis impuissant à le transformer. Par exemple, si je ne mesure qu'un mètre 71, cela ne dépend pas de moi, cela ne dépend pas de mon désir. Autrement dit, mon corps, même mon corps, qui pourtant me semble le plus proche, est considéré comme une chose étrangère par Épictète. C'est la même chose, nous dit-il, pour la fortune. Alors attention sur ce mot, puisque beaucoup d'entre vous ont compris fortune au sens de la richesse. En fait, le sens du mot ici était ce qu'on appelle le sens ancien. Au sens ancien, tel qu'on utilisait ce mot jusqu'au début du XXe siècle, ce qu'on appelle la fortune, c'est le latin fortuna, c'est-à-dire le hasard, ce qui nous arrive par les hasards du sort. Mais finalement, ça n'était pas très grave si on comprenait le mot de fortune au sens de la richesse, l'argent amassé. De toute façon, que la fortune, ce soit le hasard ou que ce soit la richesse, cette fortune ne dépend pas de moi. Les coups du sort, par exemple la maladie qui peut me tomber dessus, la mort, l'arrivée d'un virus ou la guerre, ne dépendent absolument pas de ma volonté. Et même gagner de l'argent, finalement, dépend de paramètres qui sont extérieurs à nous et sur lesquels nous n'avons pas de contrôle. C'est pour cela que Épictète précise bien que le corps ou la fortune sont des choses étrangères. Dès lors, on comprenait la thèse d'Épictète, l'homme libre est bien celui qui ne désire que les choses qui dépendent de lui, car il peut avoir un contrôle sur ces choses et il peut les changer selon sa volonté et selon ses envies. La liberté, selon Épictète, consiste bien donc à ne désirer que ce qui dépend de nous. D'où la troisième question qui vous était posée et qui consistait justement à vous interroger sur cette fameuse formule, est-ce que la liberté finalement consiste à ne désirer que ce qui dépend de nous? Et il fallait, je vous l'ai dit, réagir à cela et ne pas laisser l'auteur finalement avoir le dernier mot. Car si on réfléchit bien, Épictète propose une morale qui consiste à accepter ce que nous contrôlons déjà. On le voit, cela peut sembler un point de vue paradoxal. Finalement, ce que nous dit Épictète, c'est qu'il ne s'agit que de se laisser aller à ce qui nous appartient déjà. On voit mal en quoi il peut s'agir d'une liberté qui consiste à accepter ce que finalement nous savons déjà faire. C'était là tout le paradoxe qu'il fallait éclairer et sur lequel il fallait réfléchir. Et tout de suite, on pouvait remarquer qu'on pouvait faire une série de critiques à l'encontre de cette position d'Épictète. La remarque la plus simple qu'on pouvait faire, c'est que déjà, les choses qui dépendent de nous sont peu nombreuses.
Si déjà mon propre corps ne dépend pas de moi ou est étrangère selon Épictète, on imagine que tout le reste, tout ce qui m'environne, les autres, ma maison, ma situation, et pratiquement tout, effectivement, ne dépend pas de moi. Autrement dit, avec cette définition de la liberté se trouve extrêmement réduite. Même certains ont accusé Épictète, finalement, de ne pas vouloir agir, de se laisser faire et de résoudre sa liberté à tellement peu de choses qu'elle est finalement inexistante. Autre idée, on pouvait remarquer aussi qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et que pourtant nous pouvons modifier. Modifier pas directement comme le souhaiterait Épictète à travers la volonté, mais que nous pouvons modifier par un intermédiaire. Par exemple, dans le texte, Épictète parlait du corps comme un objet étranger à nous. Mais avec les progrès de la technique, avec les progrès de la science, nous pouvons désormais modifier ce corps. Alors certes, nous ne pouvons pas grandir selon notre volonté, mais nous pouvons intervenir aujourd'hui massivement dans ce corps à travers la médecine, la chirurgie ou encore le tatouage ou des procédés plus contemporains encore qui font que la liberté est beaucoup plus forte aujourd'hui que les objets qui, à l'époque d'Épithète, étaient considérés comme ne dépendant pas de notre liberté sont aujourd'hui, on va dire, par l'intermédiaire de pratiques et de techniques désormais accessibles et transformables. Autrement dit, cette limite entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas est une limite qui est sans cesse changeante et donc essayer, comme le fait Épictète, de dire qu'il faut s'habituer aux choses qui ne dépendent que de nous est une remarque qui historiquement peut être modérée puisque le champ des choses que nous pouvons modifier a tendance à s'élargir aujourd'hui. Mais il s'agissait là encore de remarques très superficielles et on pouvait faire une remarque beaucoup plus problématique au texte d'Épictète. En effet, pour problématiser, on pouvait se poser la question suivante, une liberté qui ne s'éprouve pas est-elle vraiment une liberté? Qu'est-ce que cela signifie? Épictète nous dit que la liberté consiste finalement à faire ce que notre volonté nous permet de faire. Mais on le voit bien, il y a là, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme une forme d'évidence finalement, car si je fais toujours ce que je pouvais faire, alors à aucun moment je me rends compte qu'il s'agit d'une liberté. Si j'agis toujours en faisant ce qui est dans ma possibilité de faire, comment puis-je me rendre compte quelque part que je suis un être libre? Être libre suppose à un moment donné qu'on a rencontré une résistance, qu'on a éprouvé une résistance et qu'on la dépasse. La liberté est plutôt une manière de dépasser les obstacles et en les dépassant se rendre compte justement de la puissance de notre agir. Pour prendre une forme de métaphore, si vous étiez toujours en vacances, vous finiriez par ne plus vous rendre compte que vous êtes en vacances. C'est-à-dire si vous étiez, ouvrez les guillemets, toujours libre, finalement, vous n'éprouveriez plus jamais cette liberté. En réalité, si vous aimez les vacances et si vous éprouvez de la joie en vacances, c'est parce que tout d'un coup, à travers les vacances, vous contredisez la situation ordinaire qui est celle du travail. Tout d'un coup, vous éprouvez que vous êtes allé au-delà de l'état de travail, que vous l'avez dépassé finalement par votre volonté ou la volonté de votre employeur ou la volonté de l'éducation nationale. Et c'est ce dépassement que vous vivez comme une liberté. Donc la liberté est plutôt un pouvoir de dire non, un pouvoir de résistance. Alors qu'Épictète, lui, pense la liberté finalement simplement comme une forme d'affirmation ou d'assentiment aux choses qui sont déjà là pour nous. Autrement dit, la liberté d'Épictète, quelque part, est une liberté de soumission. Épictète, finalement, se laisse aller aux choses qu'il a déjà. Et jamais, finalement, il ne se donne la possibilité de refuser les choses qui sont contraires. Par exemple, selon Épictète, mon corps étant étranger, il ne faut pas chercher à le transformer. Autrement dit, si je suis malade, autant me laisser mourir. Si on suit la morale d'Épictète, on se laisse aller aux choses que l'on possède déjà, aux choses que l'on veut déjà. Par opposition, une vraie liberté, n'est-ce pas plutôt une liberté active de refus des choses telles qu'elles sont, une liberté active justement de construction d'un monde meilleur, d'un monde plus adéquat, d'un monde finalement contre lequel nous luttons? C'est l'exemple que je prenais avant. Qu'est-ce que c'est vraiment qu'être libre? Est-ce que c'est se laisser aller à la maladie en disant que le corps ne dépend pas de nous et que donc ce n'est pas la peine de résister? Ou bien faut-il à un moment donné prendre les choses en main, se révolter et dire cette maladie, je vais lutter contre elle, je vais me soigner, je vais inventer des médicaments? La morale d'Épictète est véritablement une morale de la renonciation.
D'ailleurs, une des formules du stoïcisme, courant philosophique auquel appartient Épictète, dit: il vaut mieux travailler à se changer soi-même plutôt que le cours des choses. On voit bien qu'il s'agit d'une renonciation, et si on écoute Épictète jusqu'au bout, il vaut mieux finalement rester sur sa chaise, ne rien faire, regarder les choses passer, les choses étrangères à soi, en disant qu'on n'aura aucun poids et qu'on ne pourra rien changer. C'est un peu comme si un élève disait: finalement, les notes, elles ne dépendent pas complètement de moi, elles dépendent de beaucoup de circonstances extérieures, finalement de mon capital social, des choses que mes parents ont voulu transmettre, de l'endroit où j'habite, etc. Conclusion: je n'ai pas besoin de travailler, tout cela ne dépend pas de moi, attendons voir et on verra ce qui se passera. Si on en reste là, évidemment qu'il ne se passera rien et le bac sera raté. Est-ce dire que l'idée d'Épictète est complètement ridicule? Non. Mais il faut la concevoir uniquement comme, en quelque sorte, une mise en garde. La leçon d'Épictète consiste à apprendre à borner nos désirs. Ce que nous dit Épictète, c'est qu'il ne faut pas trop désirer, et notamment, il ne sert à rien de désirer des choses qui échappent complètement à notre contrôle. Vous voulez, vous voulez être le maître du monde, eh bien, cette chose échappe complètement à votre contrôle. Ce n'est pas la peine de vous désespérer pour cela. Vous voulez être l'homme le plus riche du monde, ce n'est pas la peine de trop espérer, dit Épictète, et surtout de vous rendre malade à cause de cela. Cela ne dépend pas de vous. Autrement dit, Épictète nous apprend à borner nos désirs. C'est un travail négatif que nous devons faire sur nous-mêmes si nous voulons véritablement nous rendre libres. Donc, si Épictète nous apprend à travailler, à maintenir nos désirs, à les limiter, à ne pas toujours en vouloir plus, inversement, on ne peut pas s'arrêter sur Épictète et il faut aussi travailler à rendre le monde plus proche de notre volonté. Si on se contentait de suivre Épictète, ce serait, comme je l'ai dit plus haut, une morale de la renonciation. À l'inverse, il vaut peut-être aussi mieux apprécier une morale de l'engagement, c'est-à-dire une morale qui consiste à rendre le monde plus proche de nos désirs. Nous ne devons pas abandonner le combat pour une vie meilleure, abandonner le combat contre la maladie, abandonner le combat pour finalement des formes de libération auxquelles ne pense pas Épictète. Si Épictète nous propose une morale de la modération, elle doit se redoubler d'une morale de l'action pour ne pas accepter tout et n'importe quoi. On peut se rappeler en lisant ce texte qu'Épictète était lui-même un esclave dans le monde romain. Et on pourrait d'ailleurs se retourner contre Épictète en lui faisant remarquer que est-ce que finalement la liberté consiste à accepter sa condition d'esclave? La morale d'Épictète n'est-elle pas une morale d'esclave? Peut-être que la vraie liberté aurait constitué plutôt à réfléchir, à construire des conditions d'un monde meilleur où chacun est vraiment indépendant des autres, ce que ne propose pas ici Épictète. Ainsi, si Épictète finalement nous dit qu'il ne faut pas vraiment s'inquiéter des choses qui ne dépendent pas de nous, on voit bien qu'il ne sortira jamais de sa condition d'esclave. On peut au contraire travailler à construire ces conditions d'un monde meilleur où chacun serait vraiment indépendant des autres, c'est-à-dire un monde par exemple dans lequel l'esclavage serait banni. Autrement dit, on peut aussi concevoir la liberté autrement qu'Épictète, comme finalement une volonté politique ou morale qui consiste à construire un monde où des principes d'égalité et de liberté s'imposent. Et dans ce cas-là, la vraie liberté ne consiste pas simplement à renoncer aux choses étrangères à nous, mais bien à gagner en autonomie morale et à être capable d'une action politique justement pour transformer le monde dans ce sens-là. Ainsi, si au début du texte, Épictète avait tendance à penser la liberté simplement comme une forme d'indépendance, on peut nous maintenant penser la vraie liberté comme une autonomie morale. C'est tout autre chose, c'est-à-dire l'idée de réfléchir pour soi-même justement à ce que serait l'égalité absolue, une égalité de pensée. Par exemple, même si je suis esclave, réfléchir à un monde dans lequel l'esclavage serait aboli au nom du principe d'égalité entre tous les hommes. Et ensuite, traduire cette volonté ou cette idée dans une action politique permettant de produire cette égalité réelle, par exemple la libération des esclaves. Donc on le voit, finalement, autant l'idée d'Épictète consistant à dire qu'il nous faut désirer que les choses sur lesquelles nous avons un contrôle est une manière finalement pour nous-mêmes d'apprendre à contrôler nos désirs, car trop de désirs finalement finirait par nous rendre esclaves de ces désirs.
C'est ce que je disais, notamment dans une société comme la nôtre, société de consommation. Si nous passons notre temps à désirer des choses qu'on nous propose mais qui ne sont pas à notre portée, alors nous serons perpétuellement malheureux et nous ne serons jamais complètement libres. Mais d'un autre côté, cette forme de la liberté ne suffit pas. Il faut aussi réfléchir sans cesse à une construction d'une liberté plus positive qui consiste à agir dans le monde et transformer ce monde pour créer les conditions d'une liberté réelle. Autrement dit, il faut tout d'abord apprendre à modérer ses désirs, puis se replier sur son intelligence et constituer une autonomie morale pour ensuite agir politiquement et transformer le monde. On le voit, la liberté selon Épictète n'est que le début d'un processus qui doit nous conduire plus tard à une liberté réelle.